Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Modou Diagne Fada. On ne le présente plus au Sénégal, ancien ministre député pour la législature actuelle. Modou Diagne Fada est le président du parti Les Démocrates Réformateurs Yessal. Il est aussi la tête de liste nationale de la coalition Manko Yessal Sénégal. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Georges. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à l'ensemble de la communauté nationale. Alors, vous étiez récemment, avant-hier, à l'Assemblée nationale pour barrer la route à la modification de la loi électorale. Malheureusement, vous avez appelé à la mobilisation, mais apparemment, votre appel n'a pas été entendu par les Sénégalais. Personnellement, je n'y étais pas parce que j'avais des contraintes de temps, mais effectivement, nous avions appelé à une mobilisation, mais il faut quand même dire que nous n'avions pas bien préparé cet appel-là parce que le projet de loi est parti en procédure d'urgence et le lendemain de la commission des lois, ils ont convoqué la plénière. Dans ces conditions-là, pour un regroupement de partis politiques, c'était presque impossible de s'organiser pour pouvoir barrer la route, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce projet de loi. Peut-être que même on se serait mieux organisé, on n'empêchera pas à la majorité mécanique de fonctionner, comme elle a l'habitude de le faire, mais au moins peut-être qu'on serait mieux placé pour pouvoir véhiculer nos messages de mobilisation. Mais en tout cas, ce n'est que partie remise, parce que je crois que ce passage en force du gouvernement par rapport à cette modification du code électoral va amener l'opposition à s'unir davantage et à s'entendre davantage. Parce qu'il faut le dire, depuis le clash depuis le clash de la grande coalition Manko Tahaou Sénégal, depuis lors, nous fonctionnons, mais un peu en rang dispersé. Je crois que c'est le moment, en tout cas pour nous, l'opposition, de nous mettre ensemble pour la sincérité du scrutin, pour la transparence du scrutin, mais aussi pour la sécurisation du processus électoral. On n'a pas d'autre choix que de nous unir pour empêcher au régime de continuer à procéder à des coups de force, mais aussi de continuer à peut-être frauder éventuellement pendant ces élections-là. Alors, vous n'avez pas considéré ça comme un mauvais départ à quelques jours d'ouverture de la campagne? Du tout, non, mais je crois que les Sénégalais comprennent. Ils comprennent, ils savent que l'opposition dans son ensemble a une capacité de mobilisation. Il n'y a pas très longtemps, nous nous sommes retrouvés sur le boulevard général de Gaulle au niveau lors de ce grand meeting de l'opposition. Et tout le monde a pu constater que nous étions tout à fait forts et que nous sommes restés tout à fait forts, mais je crois que le véritable problème en ce qui concerne cette mobilisation-là, c'est la non-préparation de la mobilisation. Et je crois qu'il faudrait qu'on en tire les enseignements pour ne plus appeler à des mobilisations à la va-vite, à prendre le temps sur nous de nous préparer pour pouvoir faire du béton et du sérieux. Surtout pour ne pas laisser apercevoir l'idée sur laquelle vous n'êtes pas représentatif, ou bien que le peuple sénégalais n'est pas tellement réceptif à votre message. Mais je crois que le peuple quand même sénégalais est assez conscient de la représentativité de l'opposition. Je crois que le peuple comprendra que on s'y est mal pris, on s'est précipité un peu, et puis voilà, le gouvernement a profité de cette faille-là pour passer en force. Mais venons maintenant au projet en tant que tel. Alors, pourquoi vous vous opposez à la modification Mais écoutez, alors, quel est le prétexte qui est avancé? On nous dit c'est pour gagner du temps. C'est pour permettre à l'électeur de gagner du temps, c'est pour permettre à l'élection de se terminer dans les délais. Mais ce n'est pas un argument qui tient. Le fait de dire à l'électeur, vous pouvez choisir 5 bulletins, vous l'amenez déjà à perdre du temps. D'abord pour faire un premier choix. Pourquoi? Mais attends, il était plus facile pour l'électeur de venir et de ramasser les 47 bulletins et d'aller dans l'isoloir. Si vous lui dites non, vous pouvez prendre 5, il va se mettre d'abord devant les 47 bulletins pour choisir les 5 qu'il doit prendre. C'est une perte de temps. Et à l'intérieur de l'isoloir aussi, il va encore marquer un temps d'arrêt pour choisir parmi ces 5-là lequel des bulletins va-t-il introduire dans l'enveloppe pour ensuite l'introduire dans l'urne. Donc vous voyez que nous ne gagnons pas du tout du temps. Et ensuite, forcément, les représentants des partis qui seront là-bas et qui verront que leurs bulletins n'ont pas été pris
pour au moins se dire, l'électeur là n'a pas voté pour nous. Mais là, on viole le secret du scrutin. Parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que non seulement on ne doit pas savoir pour qui l'électeur a voté, mais on ne doit pas aussi savoir pour qui il n'a pas voté. C'est ça le secret du scrutin. Donc c'est une loi qui viole le secret du scrutin. C'est une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale sans consensus. Et naturellement, c'est une loi aussi qui viole le protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit des changements majeurs substantiels sans un large consensus. Mais consensus, vous étiez seulement 11 partis ou bien 11 coalitions qui n'étaient pas d'accord sur les 47 listes. Vous savez que le consensus, ce n'est pas la majorité. Tout à fait. Le consensus, on l'obtient sans voter. C'est-à-dire, on discute, on négocie, on avance jusqu'à nous accorder sur un consensus. C'est ça le consensus. Ce n'est pas demander aux partis politiques présents de voter ou bien aux partis politiques présents de se déterminer. Même s'il y avait une seule voix discordante, ce n'est pas un consensus. On n'a pas dit qu'il fallait avoir, parce que ce n'est pas l'unanimité qui était recherchée, ce n'est pas la majorité qui était recherchée, ce n'est pas une rencontre où il fallait déterminer les partis minoritaires. C'était une rencontre pour trouver un consensus. Et il n'y a pas eu de consensus. Et quels sont les partis politiques qui ne sont pas d'accord? C'est quand même les principales coalitions de l'opposition. Les partis politiques qui ne sont... Les principales coalitions de l'opposition qui ne sont pas d'accord, à la fin des élections, le quintet majeur, vous verrez que dans ce quintet majeur-là, toutes les coalitions qui n'étaient pas d'accord pour ce consensus-là vont se retrouver dans ce quintet-là. Donc c'est l'essentiel de l'opposition significative qui a dit non à ce projet de loi du gouvernement. Mais au lieu de vous limiter à dire non, est-ce que vous ne pouvez pas faire par exemple ce jour-là des contre-propositions au lieu de dire que non, nous avons fait des contre-propositions. En tout cas, notre mandataire avait été à la table de discussion et nous avions dit, mais écoutez, au lieu d'imposer à l'électeur 5 bulletins, bon, c'est vrai qu'il n'impose même pas à l'électeur 5 bulletins, l'électeur qui le souhaite peut prendre les 47. Mais au lieu de brouiller l'esprit des électeurs par cette histoire de 5 bulletins, mais décidons ensemble de commencer le scrutin à 7 heures et de terminer le scrutin à 20 heures. Prenons des dispositions dans les villages éloignés pour qu'il y ait de la lumière, pour permettre au vote de se poursuivre. Mais vous savez, dans certains pays, les gens votent pendant 2 jours. Ils votent le samedi, ils votent le dimanche. Ou bien ils votent le jeudi, au Sénégal, la loi électorale dit que le vote a lieu un dimanche et ça passe un seul jour. Mais on peut commencer à 7 heures et terminer le vote à 20 heures ou 21 heures. Je crois que ça allait permettre à tout un chacun qui le désire de pouvoir participer aux élections et peut-être de tenir compte un peu de la floraison de bulletins des partis politiques. C'est vrai que dans cette situation-là aussi, le pouvoir est responsable parce qu'il a parrainé des listes, mais nous aussi... Vous avez la preuve qu'il a parrainé des listes? Ben, vous savez, la preuve, c'est toujours difficile à avoir. Mais nous sommes au Sénégal. Et on peut dire au Sénégal, tout se sait. Hein? Et je crois que le pouvoir ne l'a pas encore démenti, qu'il a parrainé des listes. Bon, il a sa part de responsabilité sur ça. Mais aussi, l'autre responsabilité que la majorité a dans cette situation-là, c'est que lors de la révision du code électoral, l'opposition a proposé le bulletin unique. Si nous avions le bulletin unique aujourd'hui, on n'aurait aucune difficulté à organiser le scrutin le dimanche 30 juillet. Et cela allait permettre au gouvernement de faire des économies. De faire des économies sur le nombre de bulletins d'abord, parce qu'aujourd'hui, chaque coalition doit disposer de 7 millions de bulletins imprimés et payés par le contribuable sénégalais. Il faut aussi 7 millions d'enveloppes payées aussi par le contribuable sénégalais. Si nous avions le bulletin unique, non seulement on ne ferait pas de 7 millions par coalition, ensuite on n'aurait pas besoin d'enveloppe. Il suffisait de mettre sur une feuille A4 ou A3, c'est selon le nombre de listes en présence, et amener l'électeur à cocher l'effigie ou le symbole ou la tête de liste de son choix. Ce ne serait pas plus compliqué selon vous? Du tout, du tout. En Afrique, quand les Burkinabés peuvent voter avec le bulletin unique, les Ivoiriens aussi, quand ils sont en fait, ils votent avec le bulletin unique, pourquoi pas les Sénégalais?
Je crois que, et on peut dire que dans toute la sous-région maintenant, c'est le bulletin unique qui est en vogue. Et forcément, on va en arriver là. Parce qu'encore une fois, on ne peut plus continuer à... D'abord, on ne peut pas... La démocratie ne nous permet pas de dire à un Sénégalais, vous n'avez pas le droit de solliciter les suffrages des Sénégalais. Donc, il faut, je crois, trouver des consensus techniques, électoralement acceptables, pour permettre la bonne tenue des élections. Donc, la majorité a refusé cette proposition de l'opposition. Bon, c'est vrai que nous aussi, on aurait pu nous entendre hein, pour avoir 4-5 listes, mais on s'est aussi divisé, donc on n'est pas aussi totalement... on ne peut pas dire que l'opposition n'a pas aussi une part de responsabilité. Si, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit hier, il a dit que l'opposition a une part de responsabilité parce qu'il y a au moins une dizaine de listes qui sont issues de Manko. Non, mais non, il a la division de l'opposition. Ouais, mais il l'a mal dit. C'est pas exactement ça. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a plusieurs partis, plusieurs coalitions qui se réclament de l'opposition. On aurait dû, en tout cas, nous entendre à travers la grande coalition Manko Taxawu Sénégal. Mais malheureusement, pour des questions d'ego, pour des questions de préséance, on n'a pas pu trouver un large consensus. Mais je rappelle qu'il n'y a que 3 listes qui sont nées de Manko Taxawu Sénégal. C'est Manko Taxawu Sénégal, c'est Coalition Gagnante Wattu Sénégal et Manko Yessal Sénégal. Donc il n'y a que 3 listes qui sont sorties de Manko. Toutes les autres listes-là, qui ont été citées par M. le ministre de l'Intérieur, ne faisaient pas partie de la grande coalition Manko Taxawu Sénégal. Eux, ils avaient déjà pris sur eux d'aller sur leur propre bannière aux élections législatives. Alors maintenant que la loi est passée comme lettre à la poste, comme on dit, alors l'opposition a décidé de se pourvoir pour aller déposer un recours au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous croyez que quelle est la pertinence selon vous de ce recours? Mais c'est la loi, mais on ne s'attend pas à grand-chose. Hein. On connaît la chanson. Hein. Moi, en tant que président du groupe parlementaire, il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. J'ai été amené à introduire un recours auprès du Conseil. Donc vous l'avez fait sans conviction? Mais non, moi je crois que il faut d'abord, ça doit être un point négatif pour le gouvernement. Et je crois que l'opposition doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, se regrouper, non seulement pour se battre autour de ce point-là, mais pour se battre autour du retrait des cartes, autour de la distribution des cartes d'électeurs, mais autour aussi de la transparence des élections. Parce que si nous ne faisons rien, ça va être extrêmement difficile pour l'opposition de s'en sortir. On n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose. Au moins avoir une coopération électorale entre partis membres de l'opposition pour nous assurer que dans tous les bureaux de vote du Sénégal, au moins dans chaque bureau, il y aura un représentant de l'opposition. Ça, je crois qu'au moins c'est la moindre des choses. En tout cas, nous, l'appel que nous lançons à nos militants, à nos responsables qui sont dans les différents départements, nous leur demandons de se mettre ensemble avec les partis d'opposition pour au moins garantir la sincérité et la transparence des scrutins du scrutin à l'intérieur des bureaux des bureaux de vote. Parce que je crois que cette coopération électorale, c'est le minimum que nous pouvons faire pour au moins barrer la route aux tentatives de fraude de la majorité. Vous parlez d'élections transparentes, régulières, mais n'est-il pas un peu risqué d'organiser des élections en période hivernale avec les risques d'inondation dans les écoles où doivent passer le vote? Mais je crois que le gouvernement, c'est lui qui a convoqué, c'est le président là qui a convoqué le collège électoral, qui a pris un décret pour fixer la date des élections. Il sera responsable de tout ce qui adviendra dans l'organisation pratique du scrutin. Nous sommes en période d'hivernage. Et beaucoup de bureaux de vote dans la campagne sont installés dans des abris provisoires. Mais si ça pleut le jour des élections, ça va être la catastrophe. Je ne parle même pas de la possibilité qui sera offerte à nous autres candidats de parler à nos concitoyens. Parce qu'on le sait, ici au Sénégal, on n'a pas l'habitude de travailler sous la pluie. Quand ça pleut, vous devez vous rendre à Tamba, vous devez vous rendre à Ziguinchor. Ben, il y a la pluie, ça va être un problème. Donc, ça, je crois que c'est un véritable problème, mais l'opposition n'est pas responsable de cette situation. Alors, au-delà de l'aspect de l'hivernage, est-ce que vous pensez, au rythme où vont les choses,
croyez pouvoir avoir une masse critique d'électeurs qui vont récupérer leurs cartes et aller voter le jour moi, je crois que pour avoir une assemblée quand même légitime? Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est effectivement le taux de participation. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui n'interviennent pas en faveur d'un bon taux de participation. C'est lesquels? Vous avez d'abord parlé de l'hivernage, ce qui est un facteur non négligeable. Ensuite, le retrait des cartes. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 6 millions et quelques enrôlés. 6 millions de Sénégalais ont été enrôlés. Aujourd'hui, beaucoup de ces citoyens-là n'ont pas encore leur carte produite, tout simplement. Celles qui sont produites ne sont pas encore mises à la disposition des populations. Et celles qui sont mises à la disposition des populations ne sont pas encore retirées parce que tout simplement, vous voyez quelqu'un qui est de la commune de Mbadiane, pour parler d'un cas de l'arrondissement de Darou Moussi, quelqu'un qui est de la commune de Mbadiane, mais qui avait été enrôlé par la commission administrative de Darou Moussi. Il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller prendre sa carte. Est-ce qu'il doit aller à Darou Moussi, mais est-ce qu'il doit rester à Mbadiane? Quelqu'un qui a été enrôlé dans la commune de Kébémer, il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller pour prendre sa carte. Parfois, les cartes sont restées au niveau de la capitale départementale, ou bien sont restées au niveau de la sous-préfecture, et les populations ne sont pas informées. Donc, je crois que nous allons rencontrer d'énormes difficultés dans la distribution des cartes d'électeurs. Bon, c'est vrai que aussi, nous, partis politiques aussi, hein, vous avez une part de responsabilité. Tout à fait. Tu sais, moi, je suis un opposant, mais réaliste. Là aussi, nous avons une part de responsabilité, parce que nous devons aussi sensibiliser nos électeurs sur la nécessité de se déplacer là où il le faut, hein, pour récupérer les cartes d'électeurs. Et je crois qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de LDR-ISL, nous avons donné des instructions à tous nos comités électoraux installés à travers le territoire national d'accorder la priorité au retrait des cartes d'électeurs. Parce que sans armes, ce n'est pas la peine de chercher à participer à la guerre. Ça a été quand même une bonne nouvelle d'entendre le ministre de l'Intérieur dire que les cartes seront retirées jusqu'au jour du scrutin même. Oui, mais ça, ce sont des dispositions légales, tout le monde le savait. Tout le monde savait que les cartes d'électeurs pourraient être retirées jusqu'au jour du scrutin. Mais je crois que les Sénégalais ne doivent pas attendre le jour du scrutin pour aller retirer leur carte d'électeur. Il faut qu'ils aillent le faire le plus tôt possible. Mais il faut aussi qu'ils acceptent de fournir les efforts nécessaires pour retrouver les cartes d'électeurs. Un citoyen doit disposer de sa carte d'identification, doit disposer de sa carte d'électeur. Donc chacun d'entre nous doit fournir les efforts nécessaires pour récupérer sa carte d'électeur. Sinon, on n'est pas totalement citoyen. Croyez-vous qu'avec tout ce que vous venez de citer comme couac ou bien irrégularité, on peut avoir des élections transparentes, régulières et sincères? Ben, c'est ça encore la grande problématique. C'est pourquoi l'opposition doit s'unir. Parce que c'est nous qui avons intérêt à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes. Le gouvernement n'en a pas intérêt. Pourquoi? Mais il n'en a pas intérêt. Parce que le gouvernement a beaucoup de moyens financiers, le gouvernement a beaucoup de véhicules, le gouvernement est prêt à mobiliser ces gens un peu partout à travers le Sénégal pour qu'ils aillent peut-être voter. Nous avons des moyens limités, nous n'avons pas de véhicules. Hein? Il n'y a pas une coalition de l'opposition aujourd'hui qui dispose suffisamment de moyens pour faire face aux dépenses. Donc nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'abord être sûr d'être représentés dans tous les bureaux de vote. Être sûr aussi que les militants que nous avons seront suffisamment courageux, en tout cas s'armeront de courage, de détermination et d'engagement pour le jour des élections, malgré la pluie éventuellement, malgré l'hivernage, malgré les champs. Hein, c'est un seul jour. Il ne faut pas que les Sénégalais disent, oui, nous étions partis au champ. Oui, les champs, c'est très bien. Mais mieux vaut travailler à installer un gouvernement qui va vous aider à avoir des semences de qualité, qui va vous aider à avoir des intrants, qui va vous aider à travailler et à gagner correctement sa vie. Et c'est une seule journée que nous demandons au peuple sénégalais. Si le peuple sénégalais se mobilise, l'opposition pourra sortir vainqueur des prochaines élections législatives. Étant donné que vous savez que toutes les conditions, en tout cas là, il y a des conditions qui ne sont pas réunies pour une bonne organisation des élections, pourquoi ne pas les repousser? Repousser? Est-ce que ce serait là aussi violer le calendrier républicain?
Non, c'est après un consensus, bien sûr. Mais ça va être difficile, au moment où nous parlons, ça va être difficile d'obtenir un consensus. On n'a pas pu obtenir un consensus pour le nombre de bulletins à prendre pour introduire dans l'urne. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager un consensus autour d'un éventuel report des élections législatives? Je ne le pense pas. Alors, que répondez-vous à votre collègue, le président du groupe de la majorité, qui dit que nous sommes en face d'une opposition affaiblie et en crise? Affaiblie comment? Mais il est dans son rôle de président de groupe parlementaire de la majorité sortante. Hein? Mais aujourd'hui, on est à quelques encablures des prochaines élections législatives. Attendons de voir les résultats pour savoir est-ce que l'actuelle majorité va pouvoir conforter sa position ou bien va voir ses positions affaiblies. Et je crois qu'au bout du compte, il verra que c'est plutôt le pouvoir qui est affaibli, mais pas l'opposition. Je crois que l'opposition s'est renforcée dans son ensemble. Je ne suis pas sûr que le président Sall puisse avoir 65% des électeurs le 30 juillet 2017. Et à partir de ce moment-là, ben, peut-être qu'on va encore l'interroger pour lui demander est-ce que c'est l'opposition qui s'est affaiblie ou bien est-ce que c'est la majorité qui s'est affaiblie? Alors, le rêve de l'opposition au début, quand vous aviez mis sur place Manko Taxawu Sénégal, c'était d'imposer, comme vous l'aviez dit, la cohabitation au président Sall à l'Assemblée. Oui. Mais avec maintenant cette éclosion, pas dire, ce tiraillement, est-ce que vous pourrez maintenant, est-ce que ce rêve-là est-il devenu possible? Non. En toute objectivité, ça va être difficile pour l'opposition d'imposer la cohabitation. Parce que nous avons un système électoral démodé qui favorise la majoritaire, donc l'élection majoritaire, qui favorise le raw gaddu, comme on le dit, au détriment de la liste proportionnelle. Alors que là aussi, tous les pays qui nous entourent nous ont dépassés. J'ai quand même été souvent amené à observer des élections législatives ou présidentielles dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, un peu partout au sein de la communauté, au sein de l'UEMOA. Mais notre mode de scrutin est un mode de scrutin dépassé. Vous partez dans la sous-région, si nous devions élire 7 députés de Dakar, toutes les coalitions qui sont en lice dans le département de Dakar, à la fin du scrutin, vont se partager les 7 députés. Chacun selon le nombre de voix obtenu. Ici, vous devancez une coalition d'une voix, vous prenez tous les 7 députés. Mais entre nous, ces 7 députés qui partiront de Dakar ne représenteront pas tous les segments de la vie politique locale de Dakar. Donc je crois que ça, il faut qu'on corrige ce mode de scrutin. Et c'est ce mode de scrutin-là qui favorise les partis au pouvoir ou les coalitions au pouvoir. Maintenant, nous, au niveau de l'opposition, là où nous devons nous battre, c'est sur la liste nationale. La liste nationale est intégralement proportionnelle. Nous avons 60 candidats. Chacun de nous a 60 candidats sur la liste nationale. À la fin, au décompte final, on verra si la coalition Benno Bokk Yakaar a pu obtenir 30 députés ou pas. Parce que vous ne pensez pas qu'il puisse avoir... Non, je dis. C'est ça l'enjeu. L'enjeu pour nous, tenant compte du mode de scrutin, c'est la liste nationale. Combien de députés les autres coalitions qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar vont pouvoir placer sur la liste nationale? Et combien de députés la coalition qui se dit encore majoritaire va-t-elle placer sur la liste nationale? Le débat doit être orienté à ce niveau-là, mais pas autour de la cohabitation, autour de ceci, parce qu'encore une fois, le système électoral n'avantage pas du tout les partis. Mais justement, vous avez parlé du système électoral. Pourquoi n'avez-vous pas proposé des réformes à ce niveau-là pour changer le système électoral? Mais nous, on passe tout le temps à proposer des réformes, mais nous ne disposons pas de la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ces réformes-là. Quelqu'un me dira, oui, mais quand vous étiez là au pouvoir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais je réponds tout de suite, nous n'avions pas fait cela, peut-être que nous n'avions pas fait aussi autre chose, et c'est la raison pour laquelle les Sénégalais nous ont enlevés d'ici. Ils vous ont mis pour que vous fassiez des réformes. Donc, pour que vous fassiez faire à la démocratie sénégalaise des bons. Mais il faut le dire, depuis l'arrivée de cette équipe à la tête du pays, la démocratie sénégalaise n'a pas été approfondie.
Alors, vous êtes de la 12e législature, on l'a dit toujours la plus nulle. Est-ce que vous acceptez ce qualificatif? Ah mais absolument. Est-ce que je ne suis pas le premier à sortir ce qualificatif? Je le revendique. Je crois que j'ai été le premier à dire, déjà en 2010, ou non, qu'est-ce que je dis, en 2013 ou 2014, que si on ne change pas de cap, nous risquions d'être la législature la plus faible de toute l'histoire parlementaire du Sénégal. Et je crois que cela, d'ailleurs, ça s'est confirmé. Et nous avions dit que c'est la majorité qui en était responsable. Parce que quand même, l'opposition a des députés de qualité, des députés expérimentés, des députés qui avaient une expérience parlementaire, administrative, gouvernementale. Donc, les députés de l'opposition étaient très bons. La faiblesse se trouvait au niveau de la majorité. Et aujourd'hui, le président Sall semble nous donner raison, parce qu'en tout cas, je crois que plus de 60% de ceux qui étaient là-bas à l'Assemblée nationale n'ont pas été réinvestis sur les listes de la... Et vous pensez que peut-être vous proposez aux Sénégalais des députés qui pourront changer peut-être... Tout à fait. En tout cas, nous, pour parler de notre liste, la coalition Manko Yessel Sénégal, vous lisez les 10 premiers postes ou les 10 premières positions, vous verrez des gens expérimentés, des gens compétents, des gens à la hauteur, des gens qui pourront valablement défendre les populations sénégalaises. Quand vous retrouvez dans les 10 premières places d'anciens députés, quand vous retrouvez dans les 10 premières places d'anciens directeurs généraux, quand vous retrouvez dans les 10 premières places des hommes et des femmes à la hauteur, je crois qu'ils seront des députés capables de défendre les Sénégalais. Et même ceux qui sont investis sur les listes départementales aussi, elles sont d'une très très grande qualité. Nous quand même, on a bien fait attention sur les profils que nous avons proposés au peuple sénégalais. Nous n'avons pas seulement fait du taf-tafal comme on dit, non. On a réfléchi et on a proposé aux Sénégalais des candidats capables de porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale et des députés qui ne seront pas des députés du parti Yessal ou des députés de Modou Diagne Fada, mais des députés qui seront des députés du Sénégal, qui défendront les préoccupations des Sénégalais, qui voteront les lois quand elles vont dans la bonne direction et qui ne voteront pas quand les lois ne vont pas dans la bonne direction. Votre coalition est-elle présente dans tous les départements? Oui, la coalition Manko Yessel Sénégal est dans les 45 départements du Sénégal. La coalition Manko Yessel Sénégal est présente aussi dans les 7 départements de l'extérieur sur 8. Il n'y a que le département qui concerne l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït où nous ne sommes pas présents. Parce que nos militants étaient la plupart vivaient au Koweït et au Qatar. Malheureusement, il n'y a pas eu de commission administrative d'inscription. Les Sénégalais du Qatar, les Sénégalais du Qatar, du Koweït, de la Turquie ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils ne vont pas pouvoir voter. En fait, on leur a privé de leur droit de vote. Et pourquoi? Mais personne ne sait. C'est de la responsabilité du gouvernement. C'était de la responsabilité du gouvernement d'aller le plus loin possible pour inscrire les Sénégalais. Ils n'ont pas été au Koweït, ils n'ont pas été au Qatar. Ils n'ont pas été à la Turquie. Et certainement, ils n'ont pas été en Chine. Donc, ces Sénégalais-là sont aujourd'hui exclus des élections qui vont avoir lieu le 30 juin. Et quelle est la responsabilité? Vous-même, quelle est votre responsabilité en tant qu'opposant dans cette c'est de dénoncer. Mais c'est de dénoncer. Nous, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de dénoncer, c'est de décrier de telles situations, c'est de condamner de telles situations. Et pourquoi pas proposer? Mais non, mais attends, nous pouvons toujours proposer. Mais nous, ça dit que c'était inattendu de voir des pays, des pans entiers du monde, où des Sénégalais, parce que vous savez, les Sénégalais sont de grands voyageurs, ils sont partout. Il y a énormément de Sénégalais aujourd'hui qui ne disposeront pas de leur carte d'électeur et qui ne pourront pas par conséquent participer au scrutin. Alors que pour une démocratie majeure comme la nôtre, nous n'avons pas le droit de faire ça. La France a fait voter dans des pays extrêmement éloignés 4 ou 5 Français qui y étaient. Ils ont quand même pu accomplir le droit civique. Ici, on néglige des milliers et des milliers de Sénégalais qui vivent ailleurs pour des problèmes techniques, pour des problèmes financiers. Mais je crois que nous avons dénoncé, mais il appartient aussi aux Sénégalais qui sont dans ces coins-là aussi de réclamer leurs droits. Je crois que le droit de vote
est un droit consacré par la Constitution du Sénégal. Alors, l'opposition critique souvent le processus électoral, mais on a remarqué que pendant toutes les concertations, en tout cas certaines concertations avec le ministre de l'Intérieur, vous avez joué la politique de la chaise vide. Il n'y en a pas beaucoup. Nous avons toujours répondu aux appels du ministre de l'Intérieur. En tout cas, moi, depuis que notre parti est créé, nous n'avons jamais été absents à une concertation convoquée par le ministre de l'Intérieur ou convoquée par la Direction générale des élections. Moi, je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Moi, je suis pour que les partis d'opposition soient là et défendent leur point de vue, défendent leurs chances crânement et confrontent leurs idées avec celles des représentants de la majorité. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir été invité à une rencontre où nous n'avons pas été représentés en tant que LDR-ISL. Restons toujours, monsieur le ministre, avec l'Assemblée nationale. Certains, parlant de l'élection des députés, certains avaient proposé, en tout cas c'est des propositions comme ça sur la place publique, de supprimer le salaire du député. Vous êtes pour ça ou contre? Oh, ben, écoutez, moi je crois que ce qu'il faut plutôt dire, ce n'est pas de supprimer le salaire du député. Il ne faut pas être aussi démagogue. Il n'existe pas de pays qui ne paye pas ses députés. Il n'y en a pas, je n'en connais pas alors. Il ne faut pas être démagogue. On peut regarder comment réduire le salaire, etc., mais tout travail mérite salaire. Par contre, et là nous l'avons mis nous dans notre profession de foi, nous devons lutter contre l'absentéisme à l'Assemblée nationale. Nous avons proposé dans notre profession de foi qu'on mette des portiques à l'entrée de l'Assemblée nationale pour prendre l'heure d'entrée du député dans l'hémicycle et de pouvoir le récompenser positivement ou le sanctionner négativement. Bon, s'il vient à l'heure, il doit bénéficier de primes d'assiduité. S'il ne vient pas à l'heure, il doit prendre des sanctions dans son traitement salarial. Parce qu'encore une fois, l'absentéisme est en train de tuer le débat parlementaire. Ensuite, permettre à l'Assemblée, permettre aux députés de pouvoir faire des propositions de loi. Aujourd'hui, oui, c'est admis par la loi, mais ce n'est pas la peine d'entreprendre. Parce que si vous êtes de l'opposition, vous entreprenez, la majorité va s'opposer. Et même si la majorité elle-même propose, si c'est une idée pertinente, on leur dira, mais où est-ce que vous allez trouver les sources de financement? Quand vous faites une proposition de loi, le député, on vous demande toujours, est-ce que vous allez trouver le financement de ce que vous proposez? C'est un frein à l'initiative parlementaire. Si nous avions des commissions parlementaires à la hauteur, compétentes, qui prendront en charge les préoccupations des Sénégalais. Quand on parle de ceci ou de cela, quand un débat fait rage, quand un directeur général est bouillé dans ceci, qu'il soit possible à ces commissions d'enquête de les entendre, je crois que les gens se rendront compte de l'utilité de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne se rendent pas compte du travail abattu par les députés à travers les commissions techniques, à travers le vote surtout de la loi de finances initiale, parce que tout simplement, on ne fait pas fonctionner l'Assemblée nationale. Je crois que c'est plutôt travailler à faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle. C'est ça qui est mieux que de dire, oui, le député ne doit pas bénéficier de ceci ou bien. Le vrai député qui s'occupe de sa base, le vrai député qui est venu de son terroir, qui s'y rend régulièrement, qui assiste à toutes les cérémonies, qui assiste à toutes les manifestations, qui est en contact avec ces populations, son salaire peut ne pas lui suffire pour prendre en charge un certain nombre de choses. Si vous devez faire le bilan de l'actuelle législature, quand même, vous ne pourriez pas ne pas citer le passage du Premier ministre, le chef du gouvernement, qui est passé au moins 7 fois devant vous pour répondre à certaines questions. 7 fois, je ne suis pas sûr. Le chef du gouvernement nous avait promis, c'était une demande des députés, nous avait promis de passer tous les mois à l'Assemblée nationale. Même s'il était passé 7 fois, il n'a pas respecté son engagement de passer tous les mois. Tous les mois, oui. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il ne s'agit pas de dire que tout est négatif. Hein. Le fait de pouvoir nous entendre ou bien nous comprendre à l'Assemblée nationale, même si un député parle une autre langue nationale que la langue nationale Wolof ou Polar ou Diola, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, la tradition simultanée est un acquis. Mais je rappelle que c'est un projet
de la 11e législature. Donc ça, par exemple, c'est un acquis. Mais à l'Assemblée nationale, on a soit violé le règlement intérieur sur beaucoup d'aspects. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, il n'a pas le droit de prendre la parole. Il n'a pas le droit de faire des discours. À la fin des plénières, ou bien à la fin des déclarations de politique générale, la loi ne le lui permet pas. Et on nous a habitués à une telle pratique. On n'a pas le droit de dire, pour voter le budget du ministère de l'Éducation, oui, il y a 53 inscrits, on doit limiter le temps de parole, et voilà, on doit limiter le temps de parole à 3 minutes. Et d'imposer le vote. Qui sont pour les 3 minutes? Les gens lèvent la main pour dire, oui, nous allons voter pour 3 minutes. Alors que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a prévu tout ça. Le député dispose au moins de 5 minutes, quel que soit le nombre d'inscrits. Il y a énormément de détails comme ça qui sont foulés au pied et personne ne parle. Donc je crois que c'est plutôt le député qui est mis dans des conditions où il ne peut pas s'exprimer, où il ne peut pas travailler, où il ne peut pas se prévaloir de son travail. C'est un peu ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut le dire. Maintenant, c'est un problème beaucoup plus général parce que nous sommes dans un pays où nous sommes en face d'un régime présidentiel qui n'accorde pas beaucoup de temps, qui n'accorde pas beaucoup d'intérêt au pouvoir législatif, alors que dans les grandes démocraties, les 3 pouvoirs doivent s'équilibrer. Alors, M. Moussatine a fait une sortie ces jours-ci, d'ailleurs une sortie qui fait débat, pour dire que l'Assemblée nationale a terminé sa mission depuis le 30 juin. C'est son interprétation. Je ne la partage pas. C'est pas la vôtre. Je ne la partage pas. Je crois que tant que la nouvelle Assemblée n'est pas installée, ben, celle qui est en cours doit continuer à voter les lois et éventuellement à jouer son rôle. C'est comme si on nous disait, oui, si le président de l'Assemblée nationale, bon, je ne veux même pas prendre cet exemple. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tant qu'une nouvelle Assemblée n'est pas installée, celle qui est là doit continuer à fonctionner. Voilà, on va tourner cette page de l'Assemblée nationale pour revenir un peu à l'actualité politique. Le président, votre mentor, le président Wade, est annoncé à Dakar la semaine prochaine. Vous serez à l'accueil? Je ne peux pas dire que je serai à l'accueil si je suis invité. Parce que maintenant, je ne suis plus un responsable du Parti démocratique sénégalais. Je ne suis pas un membre de la coalition Wattu Sénégal. Donc, je ne peux pas comme ça. Vous allez l'accueillir en tant que père? Non, attends, non, je vais aller lui rendre visite en tant que père. C'est différent de l'accueillir. Quand il sera au Sénégal installé, je suis son fils, je demanderai à le voir, à le rencontrer, à lui serrer la main en tant que père spirituel, en tant que grand homme d'État, grand homme politique, en tant qu'un monument de la politique africaine et internationale. Votre tête de liste de la coalition gagnante au Sénégal, ça vous dit quoi? À la place de ceux qui l'ont choisi, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que, non, mais je considère aujourd'hui que Wade a dépassé le rôle de tête de liste d'une coalition. Wade n'est plus pour une seule coalition. Wade, il est pour moi, il est pour Baldé, il est pour Idrissa Seck, il est pour Khalifa Sall, parce que c'est quand même le père de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, il a fait sa mission, il a fait ce qu'il avait à faire pour le Sénégal, pour la démocratie sénégalaise, pour le pays qu'il a construit, qu'il a bâti. Aujourd'hui, il devait rester une référence pour tout le monde. Un conseiller pour tout le monde. Un homme de refuge pour l'ensemble de la classe politique. Se mettre à distance des différentes chapelles politiques, même si on ne peut pas lui dénier son droit. Il est le secrétaire général de son parti. Mais même ça, c'est pas... Il mérite plus, Wade. Wade mérite plus qu'un rôle de secrétaire général de parti aujourd'hui. Moi, je suis souvent en Afrique. Je vois comment les Africains adulent le président Wade. Mais à chaque fois, tu dis, il est chef de parti. Ah bon, il est encore chef de parti? Les gens se posent des questions. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit s'élever au-dessus de la mêlée, parce que moi, personne ne peut m'empêcher de dire qu'en politique, Wade est mon mentor. Et je ne suis pas le seul à me réclamer de Wade. Donc, je crois que ceux qui sont restés dans le PDS
devrait avoir le courage de diriger la liste et de faire face à nous autres candidats. En tout cas, c'était plus courageux que d'aller prendre le président Wade pour mettre sa photo et ensuite pour l'amener à battre campagne. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas eu consensus autour de Manko Taxawu Sénégal que véritablement, peut-être qu'il a senti la nécessité de venir prendre le devant de la scène. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu consensus au niveau de la grande coalition Manko Taxawu Sénégal, mais dès l'instant qu'ils ont pris sur eux de monter leur propre coalition, ils devaient garder peut-être le candidat qui s'était déclaré quand nous étions dans la grande coalition Manko Taxawu Sénégal. Mais ils sont partis prendre le président Wade. En tout cas, moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui pensent que le président Wade a encore un rôle partisan à jouer au Sénégal. Pour moi, il doit rester un recours, il doit rester un refuge, il doit rester un homme consensuel, il doit rester un conseiller pour tout le monde. Il doit être un homme qui doit être invité sur le plan international pour faire des conférences, pour partager son expérience avec l'ensemble de la classe politique sénégalaise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le rôle de Wade en 2017. Mais je ne le vois pas tête de liste d'une coalition. Alors, l'une des têtes de liste pour ces élections législatives, je veux parler du maire de Dakar, est aujourd'hui en prison. Il est toujours en prison encore. Alors, pensez-vous qu'il pourra battre campagne? Est-ce qu'il aura les mêmes chances que vous, Modou Diagne Fada, pour gagner cette élection? Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi ceux qui demandent sa libération ont raison. Ont raison. C'est un candidat. Aujourd'hui, il est présumé innocent. Khalifa Sall est présumé innocent. Demain, on peut le juger et lui dire « tu n'as rien fait ». Mais à partir de ce moment-là, il aura déjà perdu son temps de campagne. Il aura déjà perdu le privilège de prendre part à la campagne électorale pour augmenter les chances de sa coalition. Je crois qu'on aurait dû en tout cas trouver une formule, parce que c'est quand même une situation inédite. Pour la première fois, une personnalité choisie comme tête de liste est en prison. Et on aurait pu trouver en tout cas, à mon avis, un consensus. Quel genre de consensus? Je ne sais pas, peut-être... De sortir le temps de battre campagne, de faire les élections. Lui accorder par exemple une liberté provisoire, parce que quand même, le président, le maire Khalifa Sall, il ne va pas fuir le Sénégal. C'est un homme quand même digne. Il ne va pas fuir le Sénégal, il va rester au Sénégal et quand la justice aura besoin de lui, il ira encore répondre à la justice de son pays. On aurait dû en tout cas, ce serait en tout cas plus élégant de lui accorder une liberté provisoire pour pouvoir prendre part à la campagne électorale. Voilà, nous allons fermer donc cette page politique pour parler de l'actualité avec les fuites du bac. Alors, monsieur le ministre, comment est-ce que vous appréciez cette situation qui est arrivée au Sénégal, qui semble être même une première, sinon des fuites à grande échelle de ce genre? C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire, personne n'a jamais pensé que cela pouvait nous arriver. Ce qui s'est passé pour le bac de cette année, c'est inédit. Et je crois que des mesures doivent être prises pour que de tels faits ne puissent plus se reproduire à l'avenir. Parce que ça n'honore pas le pays, ça n'honore pas le Sénégal, ça n'honore pas la qualité de notre enseignement. Parce que quand même le Sénégal reste un pays de référence en matière d'université. Il y a combien d'Africains qui pensent qu'il faut venir à Dakar pour faire ses études supérieures? Nous qui sortons dans la sous-région, comment nous allons regarder ces compatriotes africains qui considèrent qu'à Dakar, c'est sûr, qu'à Dakar, c'est sérieux? Non, je crois que, quelque part, nous avons tous honte de ce qui s'est passé pour cette édition du baccalauréat 2017. À qui peut-on imputer aujourd'hui la faute de ce qui est arrivé? Bon, personnellement, moi, je n'impute la responsabilité à personne. Parce que je veux être aussi franc. Il y a une enquête qui a été ouverte. Attendons la fin de l'enquête. Et je crois que l'enquête situera les responsabilités dans cette affaire. Mais en tout cas, ceux qui se rendraient coupables de quoi que ce soit par rapport à cette affaire-là doivent recevoir les sanctions qu'ils méritent. Encore une fois, ils ont terni l'image du pays, ils ont terni l'image de marque de notre enseignement supérieur. Donc vous voulez dire que ceux qui réclament déjà le départ du directeur de l'office de bac ou bien du ministre de l'enseignement sont allés trop vite en besogne? Moi je ne réclame pas le départ de qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas
qui est encore responsable de cette situation-là. Attendons de voir quelle est la part de responsabilité de M. le ministre, quelle est la part de responsabilité de M. le directeur de l'office du bac, avant de les pousser à la démission. Je ne le vois pas comme ça, parce qu'ils peuvent ne pas être responsables de ce qui s'est passé. Ce n'est pas les premières fuites ou bien les premières tricheries. L'anticipé du bac aussi a connu le même sort. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de convoquer les États généraux? Non, il faut réformer le bac. Il faut réformer le mode d'organisation du baccalauréat au Sénégal. Je crois que nous sommes restés très très longtemps dans cette formule d'organisation. Quelle formule faut-il réformer? Non, je crois qu'il faut d'abord... Je ne sais pas où en est le système de sécurité, hein, des épreuves. Parce que je crois que c'est à ce niveau-là où se trouve le problème. Quelles sont les commissions ou les personnes qui doivent choisir les épreuves? Et après les avoir choisies, quel est le circuit dans lequel ces épreuves-là passent avant d'arriver au niveau du président du jury? Donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut réformer. C'est à ce niveau-là qu'il faut avoir beaucoup plus de sécurité. Bon, maintenant, parce qu'encore une fois, au XXe siècle, on ne peut pas nous parler de panne de machine, on ne peut pas nous parler de panne de système informatique. Il y a un individu, dans la chaîne, il y a un individu qui n'a pas eu le meilleur comportement. Ou des individus qui n'ont pas eu les meilleurs comportements. Ce sont ces individus-là qu'il faut identifier et sanctionner. Est-ce que maintenant, quelle est la part, je ne sais pas, quel est l'apport ou bien la part peut-être de responsabilité des nouvelles technologies dans ces fraudes-là? Ah non, déjà les nouvelles technologies ont causé des torts à des candidats qui ont lu à travers les réseaux sociaux que telle épreuve a été annulée et qui ne sont pas rendus en salle d'examen. Déjà, ça, c'est un problème. Donc, je crois que aussi, le gouvernement doit veiller sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un mal, c'est vrai, c'est un mal nécessaire, parfois, les réseaux sociaux. Mais le gouvernement a la possibilité de tracer, je crois, il a la possibilité de tracer jusqu'à aller à la source de cette fuite ou bien de cette mauvaise information qui a été diffusée à travers les réseaux sociaux. Et quand on prend sur lui de diffuser quelque chose à travers l'Internet, je crois qu'il faut être extrêmement sûr. Quand on prend sur lui de partager une information, il faut en être sûr. C'est de la responsabilité de chaque utilisateur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Est-ce que les enseignants ne sont pas quelque part responsables de ce qui arrive comme ça, avec les fuites? Je ne suis pas sûr que... Je ne peux pas dire que les enseignants sont responsables. Parce que moi, je crois que la responsabilité, c'est au niveau des services qui sont chargés de préparer les... Parce que l'épreuve, elle est écrite par une personne. Hein. Par un professeur. Par un professeur, hein. C'est pratiquement tous les professeurs, en tout cas certains. Non, mais attends, mais non, si j'ai bien compris, on demande à X de faire une proposition, à Y de faire une autre proposition, à plusieurs professeurs de faire des propositions, et le professeur ne devait pas normalement savoir si c'est sa proposition qui passe jusqu'au jour où on ouvre l'enveloppe scellée. Donc on ne peut pas aussi à ce niveau-là dire c'est le professeur. Le responsable doit être dans le circuit que j'ai indiqué tout à l'heure, depuis la proposition de l'épreuve jusqu'à la présidence du jury. Alors aujourd'hui, pensez-vous pas que ce qui est arrivé là peut jouer un rôle très négatif sur la psychologie des élèves qui doivent reprendre en compte ces épreuves-là? Ah, mais bien sûr. Mais vraiment, j'ai de la pitié pour tous ces parents, hein, qui ont investi pendant une année pour leur enfant, parce que le bac est symbolique. Hein, nous tous, hein, nous connaissons le bac. Le premier diplôme universel. Oui, c'est le premier diplôme universel. Le bac, c'est symbolique. Et moi, j'ai de la pitié pour mes compatriotes, parents, qui ont investi sur leurs enfants et qui aujourd'hui vont voir leurs enfants échouer parce qu'ils n'ont pas fait une épreuve et ils vont devoir encore casquer
pour l'année prochaine, pour permettre à leurs enfants de reprendre la terminale pour avoir le bac, ou alors de faire une école de formation pour ensuite faire comme le bac en candidat libre. Je crois qu'il y a des dommages. Et si nous étions dans des pays comme la France ou comme les États-Unis, des cas de force majeure comme ça, on trouverait des systèmes de dédommagement des parents ou des élèves. Comment dédommager des parents ou les élèves dans ces conditions-là? Aujourd'hui, les élèves qui sont absents parce qu'ils ont lu une information dans les réseaux sociaux, je ne peux pas, moi, considérer qu'ils sont entièrement responsables de leur absence. C'est-à-dire que celui qui est responsable de leur absence, c'est la personne qui a diffusé de fausses nouvelles. Cette personne-là doit être traquée, mais maintenant, le mal étant déjà fait, on devait trouver une solution de rechange pour ces élèves-là, au moins se les amener à recomposer. Hein, au lieu de dire que oui, ils ont perdu cette épreuve, ils peuvent faire les autres. Alors s'ils ne passent pas, alors qu'ils sont peut-être des mathématiciens ou bien des philosophes, je ne sais même plus quelle est l'épreuve qui a été annulée, qui a été annoncée annulée et qui n'était pas réellement annulée. Français, histoire et... Voilà, alors si ce sont ces matières-là qui sont leurs points forts, ben, ils sont partis pour ne pas avoir le bac. Certains de la mouvance présidentielle vous accusent de ne pas être des patriotes, vous de l'opposition, parce que vous êtes en train de vous réjouir de la situation. Non, personne ne se réjouit. En tout cas, moi, je ne me réjouis pas de la situation qui frappe, qui frappe mes enfants, qui frappe mes neveux. Par contre, on ne peut pas leur pardonner les manquements qui ont conduit à cette situation. On ne peut pas pardonner au gouvernement les manquements qui ont conduit à cette situation-là. Mais le gouvernement, c'est pas le gouvernement qui distribue les copies. Non, vous savez, le gouvernement a une responsabilité morale sur tout ce qui se passe dans ce pays. C'est eux que les Sénégalais ont élus dans leur écrasante majorité. C'est eux qui doivent se charger de tous les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Donc, ils ne peuvent pas se deviner. Ils ont une part de responsabilité, ne serait-ce que morale, par rapport à cette situation-là. C'est vrai qu'ils pourront toujours trouver un bouc émissaire à faire démissionner ou bien à pousser à la démission, mais je crois qu'il faut laisser l'enquête de la gendarmerie se poursuivre jusqu'au bout. Voilà, opinion, c'était tout. M. Modou Diagne Fada, Walf TV vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du parti Les Démocrates Réformateurs Yessal. Vous êtes aussi la tête de liste de la coalition Manko Yessal Sénégal. Merci, Monsieur le ministre. C'est à moi de vous remercier et de remercier l'ensemble de vos téléspectateurs. Voilà. Merci aussi à l'équipe technique composée de Cheikh Tidiane Ndiaye et de Cheikh Tidiane Diop. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellente semaine avec les programmes de Walf TV.